Quelle agriculture pour nourrir la planète durablement? C'est la question qu'on explore dans ce 31e épisode de Détour vers le futur. Pour nourrir la planète et sa population, il faut produire et il faut produire beaucoup. On le constate, les productions se sont largement orientées vers les systèmes intensifs et leur lot d'impact sur la santé, sur les écosystèmes ou encore sur les productions elles-mêmes. Diverses alternatives sont pratiquées, expérimentées, testées pour produire autrement et on entend ainsi parler de plus en plus de transition agroécologique. Mais de quoi est-il question? Quelles évolutions recherche-t-on et pour quelles conséquences sur nous humains et sur les écosystèmes? Pour discuter de la place que pourrait prendre l'agroécologie dans l'agriculture de demain, nous accueillons Mathieu Anémian, chargé de recherche à INRAE, spécialiste des interactions entre plantes. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et à distance, avec nous depuis Montpellier où vous dirigez des recherches sur les sols à l'IRD, l'Institut de recherche et développement, nous sommes en ligne avec Tiffaine Chevalier. Bonjour Tiffaine. Bonjour. Allez, pour démarrer cet épisode, le mieux c'est peut-être de partir d'un exemple concret de recherche appliquée que vous êtes en train de piloter, Mathieu Anémian, dans la région toulousaine. Ce projet s'appelle CoCulture. Alors, en quoi ça consiste et quel est son objectif ? Alors dans le projet CoCulture, on veut tester, expérimenter des associations de culture de légumes de manière participative, collaborative avec des jardiniers, des maraîchers, pour différentes raisons dont on va peut-être parler un petit peu après. Voilà, l'idée c'est de profiter en fait de la jonction un petit peu de tous ces mondes, de tous ces savoirs pour concevoir de nouveaux types d'associations de culture et d'explorer pas seulement les aspects agronomiques, biologiques, les rendements, mais également l'effet que ça peut avoir sur les sols, sur la biodiversité. Et on s'intéresse également en lien avec des professeurs, des chercheurs en sciences humaines et sociales, justement aux motivations, aux freins sociaux, techniques également, qui peuvent bloquer la mise en œuvre d'associations de culture concrètement sur le terrain, parce que c'est pas une pratique majoritaire, que ça soit d'ailleurs sur des sites de maraîchage ou même dans des jardins. Oui, ce sont des pratiques qui sont faites, mais c'est pas forcément extrêmement déployé. Non, pour l'instant non, alors que la plupart des études sur le sujet, il y en a pas, c'est pas un champ de recherche très important pour l'instant, mais les études là-dessus montrent qu'il y a un certain nombre d'intérêts à pratiquer les associations de culture de légumes. La plupart des études, c'est sur des grandes cultures avec des associations céréales légumineuses, par exemple, mais on voit bien qu'on peut avoir des rendements qui sont à la fois, pas forcément des rendements plus élevés que l'agriculture intensive, mais qui sont quand même suffisamment élevés relativement aux intrants qu'on met dans le champ. Et aussi qui produisent un certain nombre de services comme l'efficacité de l'utilisation de l'eau par exemple, la stabilité des rendements aussi, j'ai oublié de le dire, ou encore l'érosion des sols, ce genre de choses, quoi. Donc, alors, concrètement, on parle de quelle culture ? De quelle culture, c'est-à-dire ? Vous plantez quoi concrètement c'est quoi, de quelle association de plantes vous parlez dans ce projet en particulier ? Dans ce projet en particulier, on s'intéresse déjà aux légumes, pas aux grandes cultures, d'où le fait qu'on implique les maraîchers et les jardiniers. Donc on a différentes phases. Le projet qui est le plus abouti à l'heure actuelle, donc on a co-construit avec un groupe de jardiniers et Romain Bouville qui est maraîcher à la Milpa, là, à côté de Toulouse, sur Toulouse. Et en ce moment, on teste une association de culture entre de la tomate qui est en milieu de rang et des haricots nains qu'on met sur les côtés comme un peu des petits buissons en fait sur les côtés de la tomate. Et on a décidé ensemble de cette association de culture puisque la tomate c'est emblématique des jardins, tout le monde aime en manger tous les étés. C'est un classique. Voilà, c'est ça, c'est de la tomate cerise, donc les gens pour l'apéro. Adorent ça. Et en plus, je le précise, c'est la variété apéro, donc voilà. C'est incitatif à participer. Exactement, et elle est bien appréciée. Les haricots, donc, eux, permettent en théorie de limiter la quantité d'arrosage, de limiter l'évaporation de l'eau sur le sol. C'est une légumineuse, donc en fait, elle est capable de faire une symbiose avec une bactérie du sol qui va faire en sorte qu'elle va assimiler l'azote atmosphérique de manière assez indépendante de l'azote qu'il y a dans le sol. Du coup, elle va enrichir naturellement sans apport c'est ça, elle a moins besoin d'intrants en azote. Et également, c'est une légumineuse, donc
c'est une légumineuse qui est importante pour la santé et la nutrition humaine également. Oui, on peut consommer les deux en fait. Ça sera une association de plantes et les deux seront aussi à consommer. Oui. Sauf qu'au lieu de faire deux champs séparés, l'idée c'est de les associer pour qu'elles se combinent et qu'elles se renforcent l'une l'autre sur des complémentarités. En quelque sorte, l'expérimentation, globalement, elle est assez simple, entre guillemets. C'est-à-dire que chez les jardiniers, par exemple, on leur propose de mettre 1 mètre de tomates toutes seules, donc ça fait 3 pieds de tomates, 1 mètre de haricots tout seul, donc ça fait 8 poquets de haricots, et un autre mètre carré dans lequel on met les deux ensemble de manière additive, donc à la même densité que quand ils sont tout seuls. Voilà. Donc en gros, on produit 2 fois plus sur un même mètre carré. Et alors ça, du coup, là où c'est compliqué, c'est qu'on peut le tester dans un laboratoire. Là, c'est assez facile, on maîtrise tous les paramètres. Mais dès qu'on se met dans l'espace naturel, on se retrouve dans la diversité de l'ensoleillement, des sols, etc. On va y venir dans un instant. Mais c'est vrai que du coup, on démultiplie les paramètres et les facteurs qui vont avoir un impact sur le projet. Donc c'est aussi pour ça que vous parliez de ce côté participatif avec un grand nombre de participants. Oui, tout à fait. En fait, je pense qu'une des raisons pour lesquelles on a peu de données sur les associations de culture, c'est qu'en effet, il faut les tester en extérieur. Il y a un certain nombre de contraintes, des variables environnementales, etc. Et souvent, en fait, ces expérimentations, même quand elles ont lieu et qu'elles sont faites dans des quantités suffisantes et tout, elles sont faites souvent sur un site, peut-être des fois 2 sites. Et c'est ce qui fait qu'on a un manque de généricité. On a tous entendu ou vu dans les bouquins de jardinage, ça marche chez moi, voilà. Et nous, ce qu'on cherche, en fait, c'est avancer dans la compréhension, mais également d'essayer de développer des associations de culture qui peuvent être génériques, d'où le fait que d'avoir de nombreux participants, notamment, c'est là qu'il y a la force, en fait, du nombre des jardiniers. C'est là que chaque jardinier peut mettre vraiment sa pierre à l'édifice, permettra d'avoir des statistiques qui seront vraiment robustes, conséquentes, et qui nous permettra de dire telle association de culture est capable de fonctionner en termes de rendement chez 80-90% des jardiniers. On parle de combien de personnes là? Combien ça va mobiliser? Combien de jardiniers? Alors le projet en lui-même, il a commencé en 2024. On a démarré petit, on a testé un petit peu ce protocole-là. Et là, pour la saison 2025, donc on est encore dans la campagne de recrutement. Et à l'heure actuelle, en fait, on est sur 40 volontaires qui sont déjà inscrits. La campagne, elle n'est pas terminée. Pour moi, j'aime à dire que mon minimum, mon objectif minimal, ça serait une 50aine de micro-parcelles, comme je les appelle, chez les jardiniers. Et dans l'idéal, ça serait déjà très bien. Et je n'ai pas connaissance d'études aussi conséquentes sur le sujet. Et si on arrivait à être une centaine, ça serait ce qu'on serait capable de faire. Et ça serait vraiment, vraiment génial. Et en parallèle de ça, on a aussi la parcelle chez le maraîcher, chez Romain, à Blagnac, où là, en fait, on n'est que sur une seule parcelle, mais on a un nombre beaucoup plus conséquent on n'est pas sur 4 mètres carrés dans un jardin, on est sur pratiquement 200 mètres carrés là, de culture. Donc là, on passe sur une autre échelle. C'est ça. Alors là, on parle d'association de plantes. Alors on voit bien ce que ça donne au niveau aérien, on va dire, mais en fait, il y a toute une partie qu'on ne voit pas, et c'est la partie qui est en dessous, c'est les sols. Donc Tiffaine, vous n'êtes pas associée spécifiquement à ce projet-là, mais vous êtes une spécialiste des sols. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que les sols? En quoi est-ce que finalement c'est si important par rapport à la production agricole ou par rapport aux écosystèmes au sens large? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sol? Oui, on ne le sait pas finalement. Voilà. Alors, un sol, c'est ce qu'on a sous les pieds. Et il y a 5 éléments qui constituent les sols, pour dire que c'en est un. Il faut de l'air, de l'eau, des matières minérales, donc c'est le sable, les argiles et les limons, et de la matière organique et des êtres vivants. Ça, c'est ce qui constitue un sol. C'est pour ça que sur la Lune, on peut dire qu'il y a un sol, mais c'est pas un sol comme nous on l'entend, parce qu'il manque la matière organique et les êtres vivants. Donc un sol, pourquoi c'est important en agriculture? Parce que les plantes, elles mettent bien leurs racines dans les sols, et c'est là qu'elles puisent leur eau, et ça les maintient aussi. Donc il faut un sol qui a une structure qui tienne.
Et puis tous les éléments minéraux dont elles ont besoin pour grandir. Parce que, ok, elles obtiennent leur carbone via la photosynthèse et le CO2 atmosphérique, mais la matière organique qui constitue ces plantes, c'est pas que du carbone, c'est aussi de l'azote, du phosphore, du potassium, et tout ça, elles puisent dans les sols. Alors on peut l'amener sous forme d'engrais synthétique, mais le mieux c'est de compter sur la minéralisation de la matière organique de ces sols grâce aux micro-organismes qui vont décomposer cette matière organique et remettre en circulation ces éléments minéraux qui pourront être ensuite puisés par les tomates et les haricots de Mathieu. Donc là, rentrer en fait dans un cycle plutôt que de puiser systématiquement et de venir amener des choses de manière artificielle par la suite. C'est ça. Et c'est pour ça qu'en agroécologie, souvent, on revient au sol, au fonctionnement du sol, et on revient à cette matière organique du sol qui est l'élément assez moteur dans le fonctionnement des sols et dans la nutrition des plantes, même si les plantes ne se nourrissent pas de matière organique. Alors, directement. Du coup, je me permets une petite définition pour être bien sûr qu'on parle tous de la même chose. Alors, selon le site web du ministère de l'Agriculture, l'agroagriculture est une façon de concevoir les systèmes de production qui s'appuient sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes. Autrement dit, une agronomie qui prendra en compte la santé des écosystèmes. Est-ce que c'est une définition que vous partagez ? Est-ce que c'est ce que vous pratiquez ? Alors, vous, Mathieu, au niveau du projet Co-Culture, ou en tout cas, vous essayez de mettre en place, et vous, Tiffaine, au niveau de la recherche sur les sols. Allez, Mathieu d'abord. Oui, après, l'agroécologie, pour moi, c'est vrai que c'est l'utilisation de connaissances, on va dire, fondamentales en agronomie, en biologie, en écologie, y compris en sciences humaines et sociales, dans le but de reconcevoir, en fait, des systèmes de culture qui soient soutenables dans la durée pour l'environnement. Et pour cela, en effet, ça repose sur la connaissance qui permet d'utiliser, on va dire, les régulations naturelles au sens large pour produire des services tels que lutter contre des maladies par le biais de ces régulations naturelles au lieu d'intrants de synthèse. C'est un petit peu comme ça que moi je le vois. Il y a une dimension très interdisciplinaire en fait dans la manière dont vous abordez cette question. Tout à fait. C'est vraiment un champ de recherche qui est très interdisciplinaire, oui. Et vous, Tiffaine, c'est une définition qui résonne aussi avec votre approche et vos recherches ? Oui, tout à fait. On peut aussi dire que la FAO a défini l'agroécologie avec 10 grands principes. C'est à la fois compter sur le recyclage, sur l'autonomie du système de culture, mais aussi des gens qui pratiquent l'agroécologie. Et donc, c'est bien à la fois économique, culturel que agronomique. Dans l'agroécologie et la transition agroécologique, il y a différents leviers qui ont été identifiés. Alors, je les connais pas tous, mais à mon avis, il y en a un qui concerne les sols. Et le levier sur lequel, moi, je travaille plus particulièrement avec le projet Co-Culture, c'est un levier, on appelle ça la biodiversification végétale. Donc, en fait, ça peut se produire à différentes échelles. À l'échelle du paysage, ça peut être avoir plus de parcelles de cultures différentes au lieu d'avoir beaucoup de parcelles de blé au même endroit, des éléments semi-naturels comme des haies, des choses comme ça. Ça peut redescendre à l'échelle d'une exploitation, et après, si je redescends à l'échelle de la parcelle en elle-même, c'est là que se situe Co-Culture, par le biais, par exemple, d'associations de culture. Il y a aussi l'agroforesterie, il y a aussi d'autres choses comme ça. Et donc, toutes les études là-dessus montrent que la biodiversification végétale, c'est un levier dans la transition agroécologique, notamment pour lutter contre un certain nombre de bioagresseurs. D'ailleurs, l'INRAE a fait un travail scientifique d'expertise collective là-dessus récemment. Donc on pourra peut-être le mettre en lien sur le site également, et qui regroupe vraiment, c'est une méta-analyse de toutes les études sur le sujet. Et du coup, est-ce qu'on recroise aussi le concept de One Health, la santé unique ou une seule santé de l'environnement, des humains et des animaux ? Est-ce qu'on recroise un peu ces éléments-là ? Est-ce que c'est un peu les définitions de la FAO avec aussi ces croisements ? Et oui, le One Health, en fait, on le dit en bon français, la santé globale. Voilà. Merci, du coup, ma collègue Camille Dumas, avec qui on travaille sur ce projet-là, elle aime bien ce terme, et je pense qu'elle a raison en quelque sorte, parce que ça paraît assez logique qu'avec un sol en bonne santé, en fait, on produit des légumes en meilleure santé également, et on favorise une biodiversité qui est en meilleure santé. Et ça bénéficie aussi aux humains, en fait. Donc c'est vrai que c'est des concepts
concept de plus en plus mis en avant dans les projets où on travaille de moins en moins, j'ai envie de dire, sur une seule composante en fait. Et on essaie de travailler sur plusieurs composantes pour regarder un petit peu les différents critères de santé sur ces composantes. Oui, d'où la dimension interdisciplinaire de ces projets, parce qu'il faut rappeler aussi que la pratique de l'agriculture, elle peut être collective, évidemment. On compte plus les jardins partagés ou les jardins pédagogiques en France, et puis partout dans le monde, comme dans cet exemple à Nice. C'est un extrait d'un reportage de France 3 Côte d'Azur du 2 mai 2014. Sur le toit désaffecté d'un parking, des passionnés d'agriculture veulent remettre les légumes au cœur de la ville. Ils ont aménagé un jardin collectif et des amateurs viennent semer, arroser et entretenir leurs propres plantations. Ouvre-le pour voir un peu comment ils sont les pois dedans. Il y a beaucoup de gens pour qui les légumes poussent dans les supermarchés. Mais il y a aussi ceux qui ont envie justement de goûter à d'autres choses. Et il y en a de plus en plus. Et là, ici, dans des endroits comme ça, ils ont la possibilité de cultiver, donc d'intégrer le cycle de l'agricole et en même temps de goûter et de profiter de la récolte, quoi. Le seul maître mot, en tout cas, c'est aucun produit chimique. On utilise beaucoup de produits naturels, de la paille, du fumier, du compost, de végétaux. Mais en revanche, on utilise aussi les dernières connaissances techniques et scientifiques pour améliorer aussi nos systèmes. Alors du jardin partagé pour le plaisir à la science citoyenne, il n'y a qu'un pas et nous en reparlerons un peu plus tard dans l'émission. Mais avant cela, Mathieu Anémian, je voulais vous interroger sur la question des freins et des zones de tension, parce qu'on a l'impression effectivement que ça a l'air une alternative géniale. Pourquoi est-ce qu'on n'y va pas ? Et parmi les questions qui se posent régulièrement quand on aborde ce sujet, c'est la question du rendement. Est-ce que le rendement de production faite avec ce type de pratique est vraiment différent ? Est-ce que vraiment c'est impactant négativement en termes de rendement ou pas ? En fait, je repars un petit peu de la question initiale. Je pense que une des raisons pour lesquelles les associations de culture ne sont pas adoptées en grande majorité dans le maraîchage, c'est que les données scientifiques ou techniques en fait sur les rendements sont pas forcément démontrées. Comme je disais tout à l'heure, ça marche chez un, pas chez l'autre. Voilà, chacun fait un peu ses expérimentations. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui risque son salaire pour produire, c'est compliqué de se lancer comme ça sur la bonne parole d'une méta-analyse d'INRAE. Ça, je peux comprendre tout à fait. Donc ça, je pense que c'est un des freins. Et ensuite, pour les rendements, ça dépend de quel rendement on parle, parce qu'en fait, il y a le rendement en termes de quantité de légumes par mètre carré, mais il y a aussi le rendement économique, on pourrait dire. Il y a la difficulté du travail. Et c'est vrai que, déjà, réussir une culture, c'est pas forcément facile, mais en réussir deux en même temps, avec les timings qui vont bien ou quoi, c'est pas forcément plus simple. Et en plus, ça implique souvent du travail supplémentaire aussi, parce qu'on est obligé de passer entre les cultures, etc. Donc, on essaie de regarder ça aussi en parallèle. On n'est pas là dans ce projet pour dire que le tomate haricot, ça va être l'association de culture de demain, mais en tout cas, on tâtonne et on essaie de regarder comment ça impacte le travail du maraîcher ou des maraîchers qui nous rejoignent, et de voir si, même économiquement parlant, ça peut avoir un intérêt, c'est-à-dire que des fois, même des rendements un petit peu plus faibles, mais si par exemple il y a moins de désherbage, ça peut devenir un rendement économique qui contrebalance. Donc je pense que ça fait partie un petit peu des freins, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien qu'est-ce que ça donne en termes de la générosité des données, bien sûr, mais aussi en termes de rendement économique. Et voilà, et bien sûr, après, on touche à tout ce qui est le changement. C'est difficile aussi de changer. Donc c'est des choses qu'on essaie de voir avec nos collègues anthropologues, Sébastien Chaliès à Montpellier ou Hélène Guetta ici sur Toulouse. Oui, là, on est vraiment sur des changements de pratique. Alors, il y a les changements parce que c'est différemment d'habitude, mais aussi parce qu'on a aussi des pratiques habituelles, on a des engins habituels, etc. Et les outils ne sont pas forcément adaptés. Oui, c'est ça, sur le travail même de l'agriculteur, ça change en fait ces pratiques. Oui. C'est vrai que même si... c'est plus compliqué, c'est moins compliqué. C'est comment ça, on peut l'évaluer, j'allais dire, même si on démontre que le rendement va être plus élevé, ça va aussi induire un changement de pratique qui va pas forcément être facile à mettre en œuvre en fait. Qui nécessite un peu d'accompagnement. Oui, tout à fait. Et au niveau des sols, est-ce que c'est aussi des changements de pratique et des changements d'habitude ? J'imagine que oui. Sans doute, et puis la contrainte aussi, c'est ce que disait Mathieu tout à l'heure, tous les sols ne sont pas équivalents. Et ça, tant que ça n'a pas été testé sur des sols plus ou moins argileux, plus ou moins sableux, plus ou moins qui partent d'un niveau
très pauvre en matière organique ou pas, ça va modifier le travail de l'agriculteur, et puis ça va aussi surtout modifier le bénéfice de rendement qu'il va pouvoir avoir. Il va être plus ou moins long à atteindre, et donc ça peut être plus ou moins décourageant. Oui, c'est qu'il y a une phase de transition. Voilà, si on promet trop en disant tu vas voir, c'est plus de travail et c'est du changement, mais tu vas y retrouver ton compte. Et puis si ça vient pas suffisamment vite, il peut y avoir découragement. Oui, il y a vraiment toute cette question de la transition et de l'accompagnement aussi. C'est pas en un claquement de doigts qu'on passe d'un système à un autre. Et effectivement, on est sur du vivant, on n'est pas sur du test en laboratoire avec toute la diversité qu'on connaît. Oui, c'est une recherche qui a l'air très ancrée aussi, c'est-à-dire qu'un terroir n'est pas le même qu'un autre. Et du coup, c'est vrai que par rapport aux manières d'aborder la science habituellement, où on a des grandes théories qui s'appliquent un peu partout, là, on a au contraire besoin de vraiment localiser, si je peux dire, les connaissances. Oui, il y a un intérêt à travailler sur la région toulousaine aussi pratique, c'est-à-dire que c'est pas très très loin d'aller visiter les sites, et également parce que le contexte pédoclimatique est à peu près fixé. Donc il y a ces aspects-là. Après, je voulais rebondir par rapport à la transmission des connaissances, etc. Mais le fait d'impliquer les gens dans un projet comme ça aussi, nous, ce qu'on espère, c'est que en fait, chaque personne impliquée dans le projet va de lui-même ou d'elle-même devenir un vecteur de diffusion. Et en fait, c'est vrai que de la même manière, ce qu'on pense, c'est que quelqu'un comme Romain qui est maraîcher, si lui, il teste des associations de culture dont peut-être certaines vont mieux marcher que d'autres, je pense que d'autres maraîchers vont plutôt avoir tendance à lui faire confiance à lui plutôt qu'à moi, en fait. Et donc, on pense aussi à des vecteurs de diffusion, etc., qui sont plus adaptés à différents publics. Mais je pense que c'est aussi ça qui est important, en dehors de le faire de manière locale, localisée, qui a des aspects pratiques et tout, c'est qu'aussi chaque type de participant peut prendre en main le projet et de lui-même, en fait, en diffuser les connaissances et en discuter autour de lui. C'est ça, et du coup on est sur un changement. Alors vous parliez tout à l'heure de scientifique, donc donner des éléments scientifiques et démontrer, mais c'est aussi le côté créer des communs entre les pratiquants, les professionnels, les amateurs, etc. finalement, quelque part. Oui. Des communs scientifiques et des communs de pratique. Oui, puis des communs tout court même. En fait, il y a des choses qui se produisent dans les deux sens, c'est-à-dire que nous, on n'est plus, on va dire, pertinent en termes de sujets de recherche, etc. Et de la même manière, donc les participants, ils apprennent de nous, ils apprennent entre eux aussi, finalement. Donc ça fait une base commune, on va dire, scientifico-technico-empirique, en quelque sorte. Ouais. Il y a aussi une question peut-être de la mutation des imaginaires par rapport à l'agriculture, parce que ça fait plusieurs siècles qu'on imagine l'agriculture comme quelque chose qui finalement s'affranchit un peu de la nature, de la terre, pour être efficace, pour être prédictive, pour pouvoir prévoir les récoltes. Et on peut aussi lire l'histoire de l'agriculture moderne comme la succession en fait de dispositifs technologiques et chimiques qui permettent de s'affranchir en fait du vivant. Aujourd'hui, on se rend compte que à force de s'obstiner peut-être dans cette direction, on a un appauvrissement des sols et on a une situation qui est très difficile pour le vivant. Et donc, on aborde avec l'agroécologie d'autres manières d'aborder ça. Mais comment on fait pour accompagner aussi cette transition dans les imaginaires de tout le monde, des consommateurs par exemple, puisque là on a beaucoup parlé des chercheurs et des professionnels, mais il y a aussi tous les consommateurs derrière, il y a aussi la manière dont on se représente l'agriculture. Est-ce que, comment vous abordez cette question? Alors je sais qu'il y a des anthropologues, il y a des sociologues qui sont dans votre projet. Est-ce que c'est une manière de répondre à ça? En fait, les anthropologues, sociologues, pour l'instant, ils s'intéressent, de ce que moi je comprends, parce que c'est quand même pas ma discipline, mais ils s'intéressent surtout à étudier quels sont vraiment les freins à ce changement. Mais plutôt des pratiquants, les mentalités, des est-ce que praticiens, c'est pas un frein aussi en fait. Sur l'étape d'après, en fait, on n'a pas encore trop travaillé là-dessus. Les seules choses que je peux vous dire, c'est qu'on essaie au maximum de diffuser au grand public. Par exemple, on va avoir une parcelle de démonstration au jardin botanique, là, juste à côté, dans lesquels on aura des temps d'échange, là, cette fois-ci, avec le grand public. On compte organiser un petit événement autour de ce projet-là, mais pas forcément qu'avec des agronomes ou quoi, mais voilà, pour un peu en parler. Et disons que les quelques tomates produites chez chacun des jardiniers ou chez Romain, en fait, je pense que ceux qui les mangent, ils savent que ça a été produit par le biais d'associations
associations de culture, mais c'est vrai que pour l'instant, on ne va pas très très loin sur cet aspect-là, mais je pense que c'est un aspect déterminant, bien sûr. Ouais. Alors une autre question qu'on peut se poser aussi sur la transition agroécologique, c'est quelle place donner à la technologie? Parce que là, on n'a pas beaucoup parlé de technologie depuis le début de l'épisode. Alors est-ce que l'intelligence artificielle, par exemple, peut jouer un rôle positif dans cette transition? Alors avant d'écouter vos réponses, Mathieu et Tiffaine, je vous propose d'écouter notre feuilleton SF du jour. Il est justement intitulé Jardin IA. Je m'appelle Myrtille. Je suis une petite main de la terre. Tous les matins, vêtue de ma salopette, je me rends dans la grande place nourricière de ma ville avec mon panier, mon arrosoir et ma petite pelle. Marier les plantes n'est pas chose facile. Il arrive qu'elles s'entendent bien, à notre plus grand bénéfice, mais il arrive aussi qu'elles s'entendent mal. C'est là que j'interviens pour proposer une nouvelle union. Je ne me fie pas qu'à mon instinct, j'ai la possibilité de consulter Jardin IA. Jardin IA, notre IA, toujours prête à répondre à nos questions. Elle connaît toutes les plantes comestibles du biome et la meilleure façon de les unir en fonction des sols et du climat. La grande place nourricière compte une centaine d'espèces de fruits et légumes dont beaucoup sont mariés à 1, 2 ou 3 autres espèces. Les mariages augmentent le rendement et évitent d'épuiser les sols. Chaussée de mes bottes, j'entre dans la grande place. À première vue, on croirait une friche multicolore, mais à mieux y regarder, on décèle une logique complexe dans l'agencement des plantes. Sur les conseils de Jardin IA, j'ai marié des pieds de tomates rustiques à des radis ronds. On leur diffuse de la musique douce. Des envolées de notes semblent flotter librement dans les airs. La mélopée est très bénéfique aux cultures, qui se portent à merveille. Baignée dans la mélodie, je m'agenouille en sifflotant. Ce matin, je m'applique à débarrasser les unions végétales des mauvaises herbes. Les intruses ne sont pas détruites, je les replanterai dans l'une des nombreuses réserves de biodiversité de la ville. Je commente tout ce que je fais à voix haute pour alimenter le savoir de Jardin IA. Tous les jardiniers du monde font de même. Nous crowdsourçons depuis près de 10 ans. C'est ce qui rend Jardin IA si savante et si indispensable. Ainsi, nous réussissons à nourrir toute l'Europe en circuit court, y compris les contrées les plus arides. Texte, Licam. Voix, Corinne Barneton. Sound design et réalisation, Christophe Ruetsch. Une IA qui apprendrait des connaissances et des pratiques de tous les jardiniers et jardinières du monde. Voilà la réponse poétique et utopique de l'ICAM à la question de la place de la technologie dans la transition agroécologique. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que la technologie aurait sa place et laquelle? Eh ben là, j'ai envie de dire, elle nous pique un peu nos futurs projets de recherche parce que c'est le genre de choses auxquelles on est en train de penser là dans l'équipe. Donc j'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'une des problématiques pour tester des associations de culture, c'est quelles espèces on met ensemble en fait. Et dans le cadre de ce projet-là, on a résolu le problème en disant bon, on va faire des ateliers de co-construction avec les participants et on verra bien leurs préférences. Et puis donc on fait un compromis entre les scientifiques, les maraîchers, les jardiniers, et on arrive à trouver comme ça. Et donc on n'a plus de problème de choix. Le choix, il est fait par l'intelligence collective. Voilà. Le problème, ceci dit, c'est qu'il y a beaucoup de combinaisons possibles et ça serait intéressant d'en tester beaucoup d'autres en fait. Et du coup, quand je dis elle pique un peu nos futurs projets de recherche, c'est qu'on commence à réfléchir un peu à ce genre de choses, puisque dans l'idée des projets qu'on pourrait avoir, ça serait de tester un certain nombre d'espèces qui ont, on va dire, des architectures différentes, qui sont un peu des modèles de type d'architecture, etc. On regarde qu'est-ce qui se produit en termes de croissance, de rendement, etc. pour un petit jeu de combinaison. Et ensuite, derrière, on fait mouliner des modèles d'intelligence artificielle qui pourraient nous proposer des nouvelles associations avec un prédictif de qu'est-ce que ça pourrait donner en termes de croissance et en termes de rendement. Donc j'ai ce sol, j'ai cet ensoleillement, qu'est-ce que je pourrais mettre comme association de... Là, ça serait plutôt, on va dire, juste sur les couples d'associations et voir comment elles se comportent l'une par rapport à l'autre. Et ensuite, le modèle, lui, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut proposer en disant
telle et telle combinaison pourrait très bien fonctionner. Et en fait, derrière, dans ce genre de projet, ce qu'on ferait, c'est qu'on le testerait. Et on regarderait si le modèle est bon ou pas. Et si c'est pas le cas, en fait, le modèle, après, il est ajusté. C'est comme ça, en fait, que ça fonctionne, ce genre de modèle, en général. C'est qu'on le réentraîne en permanence jusqu'à ce qu'il soit... Donc, c'est le genre d'idée des projets qu'on a, même si on n'a pas encore démarré. Ça demande des gros financements pour pouvoir... C'est des travailleuses et travailleuses du clic, mais à l'échelle de production végétale. Donc, on n'est pas sur oui, non, c'est une cheminée, quoi. Là, il faut produire, et est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Tout à fait. Et au niveau du sol, est-ce que c'est... Parce que ça aussi, c'est un paramètre qui est hyper important dedans. Est-ce que du coup, vous vous appuyez aussi, ou vous essayez de vous appuyer sur des technos, des modèles, Est-ce que vous avez une manière comme ça d'essayer de prédire ou de proposer des alternatives qui sont plus ou moins adaptées ? Alors nous aussi, on a des modèles d'évolution. On n'utilise pas encore l'intelligence artificielle, mais ça va sans doute venir pour effectivement décupler la force de calcul et d'association de résultats et de choses comme ça. Les modèles que je connais le mieux, mais en plus je suis pas tellement modélisatrice, mais c'est des modèles d'évolution de la matière organique dans les sols. Donc effectivement, selon les caractéristiques du sol, souvent c'est la texture. Un sol sableux va pas se comporter de la même façon qu'un sol argileux. Les stocks de carbone sont moins importants dans les sols sableux et vont généralement plus vite. Enfin, l'évolution de la matière organique va un peu plus vite. Donc, il s'appuie comme ça sur des facteurs qui expliquent la variabilité des résultats. Donc, c'est la texture du sol, l'humidité du sol, la température, et qui vont prédire l'évolution du taux de matière organique de tel ou tel sol, selon la culture qu'il supporte. Et du côté de la génétique des plantes, y a-t-il des recherches en cours en relation avec l'agroécologie, Mathieu ? Est-ce que connaître le génome d'une plante, ça nous aide à mieux l'associer avec d'autres, à mieux comprendre en fait les interactions qu'elle développe avec les autres plantes ? En fait, c'est vraiment encore une fois des projets, des choses, des discussions qu'on a en tête, mais malgré le fait que l'agroécologie c'est interdisciplinaire, on a encore pas des problèmes, mais disons, on a encore quand même des compartimentations disciplinaires. Et c'est vrai que ce que je vois, c'est qu'il y a une compartimentation encore assez importante entre les généticiens, les biologistes moléculaires, d'ailleurs, dont je fais partie quand même à l'origine. À la base. Donc peut-être que on pourrait faire des interfaces peut-être comme ça, mais et les gens qui pratiquent vraiment la recherche-action, l'agroécologie, et dans les discussions qu'on peut avoir quand même avec les quelques personnes qui arrivent à faire des ponts, c'est qu'il y a quand même un gros potentiel là-dessus, puisque on parlait de combinaison tout à l'heure d'associations de cultures entre espèces, mais en fait il y a aussi des associations de cultures entre espèces ou entre variétés d'espèces. Et ce qu'on s'aperçoit dans mes travaux qu'on a au laboratoire et dans d'autres types de travaux, c'est que en fait au sein d'une même espèce, il y a beaucoup de diversité intraspécifique et que chacune de ces variétés va pas réagir forcément exactement de la même manière. Et donc ça, c'est des choses typiquement cette année qu'on va déjà démarrer à expérimenter. C'est-à-dire que l'année dernière, chez Romain, on avait testé qu'une seule variété de tomates avec une seule variété de haricots. Donc ce qu'on va faire d'ores et déjà cette année, c'est qu'on va garder la même variété de haricots, mais par contre, on va tester 3 autres variétés de tomates. Et ce qu'on va regarder, c'est est-ce que chacune de ces 3 variétés va réagir exactement de la même manière à l'interaction avec le haricot. Donc c'est des choses qu'on commence à faire. C'est une équation à n inconnue. Voilà, c'est ça. Mais disons que si jamais ça donne des choses un petit peu différentes et tout, ça démontrerait qu'il y aurait un potentiel extrêmement large de l'association de culture en elle-même, mais aussi de la sélection pour le bénéfice à l'association aussi. Bon, contrairement à ce qu'on entend parfois, on voit bien que la transition agroécologique, c'est un mouvement vers le futur et non pas un retour en arrière. Et c'est assez passionnant d'ailleurs de comprendre comment les sciences et les pratiques traditionnelles peuvent se conforter pour nourrir la planète. Et je rappelle que votre projet Coculture est participatif. Si vous habitez dans la région de Toulouse et si vous avez un petit lopin de terre, un petit bout de jardin et que vous avez envie d'expérimenter avec Mathieu Anémian et son équipe, la période de recrutement de volontaires pour la saison 2025 est ouverte jusqu'au 20 avril. Le lien pour entrer en contact est sur le site internet du Quai des Savoirs sur la page de cet épisode de Détour vers le futur. Un projet que vous pouvez aussi suivre sur Instagram. Le compte, c'est tout simplement Coculture. Détour vers le futur, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à nos 2 invités, Tiffaine Chevalier et Mathieu Anémian.
Merci à nos partenaires de l'INA pour la recherche documentaire et merci aussi à l'ICAM, Christophe Ruetsch et Corinne Mariotto pour leur création sonore. Détour vers le futur, un podcast du Quai des Savoirs présenté par Laurent Chicoineau et Marina Léonard, préparé avec l'aide de Françoise Vissac et avec la contribution active de Nadia Vuchkovic de l'INRAE et de Julie Sansoulet de l'IRD. Ce podcast est proposé dans le cadre du Printemps de l'Esprit Critique. À la réalisation, c'était Arnaud Maisonneuve, à la prise de son Laurent Codoul. Nous espérons que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura donné envie d'en savoir plus sur l'agroécologie. N'hésitez pas à commenter sur nos réseaux sociaux et à motiver vos amis et vos proches à s'abonner à ce podcast. Rendez-vous le mois prochain et tous les jours à Toulouse au Quai des Savoirs, sauf le lundi. Ciao.